Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous allons parler d'un sujet qui vous est cher, en tout cas qui est à la mode ces derniers temps. Les dirigeants parlent du social, vous-même vous parlez du social, mais le social c'est quoi? Nous allons poser la question à M. Gazumba, qui d'ailleurs a proposé ce sujet. Merci de l'avoir proposé, M. Gazumba. À vous la réponse à la première question, qui est bien simple aussi. Le social, c'est quoi? Soyez très court. Merci pour la question, M. Kibambi. Bonjour. Si j'ai proposé ce sujet, c'est parce qu'on n'en entend pas, on en entend beaucoup parler ces derniers temps, surtout dans notre pays. Et depuis que le maréchal Mobutu a décrété un de ses derniers septennat, il a décrété le septennat du social, sans que le contour soit précisé, sans que les objectifs à atteindre soient définis clairement. Chacun y est allé un peu avec sa petite interprétation à propos de ce qu'on entend par le social. Et dernièrement, le gouvernement qui venait d'être mis en place avait encore, à côté des élections qui est une obligation constitutionnelle, il avait aussi pour mission d'assurer le social de la population. Donc, étant donné que c'est un concept flou qui veut englober tout et dans lequel tout le monde met ce qu'il a envie de mettre, j'ai pensé qu'on pouvait en parler dans l'émission Profondeur pour un peu tirer les choses au clair, au profit de toute la nation. Alors, un autre économiste, M. Modeste Bonigaba, la même question. Le social, pour le commun mortel, ça serait quoi? Parce que c'est un mot qui est mangé à toutes les sauces, comme vient de le dire M. Gazumba. Oui, M. Gazumba a bien fait de rappeler que le maréchal Mobutu y a consacré tout un septennat pour dire voilà, c'est le septennat du social. Sans succès par ailleurs. Parce qu'il voulait montrer que le septennat précédent, c'était des septennats consacrés à autre chose. Et que désormais, pour le dernier, il voulait, d'ailleurs ce n'était pas le dernier pour lui, mais il a voulu que le septennat 84-91 soit effectivement consacré au social. Alors évidemment, tout le monde s'est dit, bon, donc il s'agit d'améliorer le bien-être des populations et en montrant que les précédents septennats ne s'étaient pas suffisamment focalisés sur ça. Mais effectivement, on peut se demander, c'est quoi le social? Parce qu'à l'époque coloniale, on a vu que le colonisateur était venu mettre en valeur les ressources qu'il trouvait sur le territoire. Et lui, il se disait, bon, il faut quand même que ces gens puissent aussi améliorer leur quotidien. Au passage du roi Baudouin quand même. Il a fallu que le roi Baudouin, de passage, il a fait sa tournée de tout le Congo et on lui fait visiter des cités indigènes ou des zones un peu reculées. Et il est étonné de voir que les gens sortaient de quelque chose qui n'était pas... Qui ne ressemblait pas à des maisons qui ne ressemblait pas à des maisons habitables par des humains. Alors il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, non, mais c'est des cages de poules ou c'est des porcheries ou des choses comme ça. Ils n'ont pas osé lui dire que c'était effectivement les habitats humains. Mais au retour, lui, il avait compris qu'effectivement, les colonisés vivaient dans des conditions tout à fait inhumaines. Et c'est à la suite de ce passage qu'on a lancé plusieurs programmes, Fonds du bien-être indigène et tant d'autres, pour essayer quand même de rattraper un peu ce retard-là. Donc, nous sommes restés dans cette mentalité-là de un peu paternaliste pour dire, voilà, il faut que ce soit l'État qui essaie d'améliorer un tant soit peu le vécu des populations, en perdant de vue qu'ailleurs, c'est la progression normale d'une société, l'amélioration du vécu. C'est un investissement qui est tout à fait productif. Ce n'est pas
un cadeau qu'on fait à la population pour dire, voilà, tiens, on va quand même améliorer un peu votre vécu. Non, c'est dans les investissements, les infrastructures routières, les infrastructures dans les choses, les constructions des hôpitaux, etc. Ça fait partie de ce que l'État doit faire pour développer une nation. Si je vous ai bien compris, Modeste Bonigaba, nous sommes restés jusqu'à ce jour dans cette mentalité du colonisé sans exactement connaître les efforts que nous-mêmes, nous devons faire pour que le social soit effectif. En fait, nous-mêmes, nous sommes absents, le social, c'est l'autre qui doit le réaliser. Alors que, vous avez parlé de production, et vous avez raison, quand on regarde le produit intérieur brut du Congo, à un moment, on a parlé des riches congolais. Et après analyse, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas, en tout cas pas beaucoup, du moins ceux qui se manifestaient, des riches congolais. Donc, qu'est-ce que nous produisons à l'intérieur de notre pays qui peut être vendu à l'intérieur de notre pays pour créer des richesses qui engendreront, par définition, la création de tout ce bien-être, monsieur Gazumba. D'ailleurs, vous me disiez un jour, monsieur Gazumba, que quand on demandait, par exemple, aux Congolais de mettre 300 millions sur la table pour investir dans un domaine tel, eh bien, aucun Congolais n'était en mesure de les donner. Je vous pose donc la question, comment arriver au social si le PIB est nul, j'allais dire? Tout procède d'une succession de malentendus, de mon point de vue. Le premier malentendu, c'est que nous sommes dans une succession de modes de vie, de modes de société qui n'ont rien l'un avec l'autre. C'est-à-dire le mode occidental qui a sorti le Congolais de son milieu rural pour l'amener dans le milieu urbain qu'il ne connaît pas, qui n'est pas organisé par lui, qui n'est pas organisé selon ses intérêts ni sa vision, a créé un choc que jusqu'à aujourd'hui, nous ne parvenons pas tout à fait à mieux digérer. Parce que le transport public, les services publics, c'est-à-dire les services publics, l'enseignement public, les soins de santé publics, les transports en commun, ce sont des services organisés dans un État moderne pour les citoyens. Et l'État qui a pour mission de l'organiser, les finances en partie. On appelle ça des subventions. C'est ainsi que, un jour, j'étais par exemple en Angleterre, en plein milieu de la nuit, chez les diplomates où j'habitais, sa petite fille est tombée malade. Nous sommes allés nuitamment dans un hôpital public. Eh bien, nous avons dû nous mettre en file et attendre longtemps avant que l'enfant ne soit reçu par un médecin parce que c'était un hôpital public. Tandis que si nous avions eu les moyens d'aller dans une clinique privée où les soins sont organisés d'une manière par les privés pour le privé, donc coûtant plus cher, peut-être que les soins auraient été plus rapidement administrés à cet enfant. Alors maintenant, pour parler d'un autre secteur, le transport en commun. Dans le temps, le pouvoir colonial avait organisé ici dans la ville de Léopoldville la compagnie qu'on a appelée TSL, Transport commun de Léopoldville, TCL, qui sous le régime Mobutu deviendra la TCK, ainsi de suite.
Sotraz par la suite aussi. Alors, c'est que par la suite, toutes ces tentatives ont échoué. Pourquoi elles échouent régulièrement? Parce que justement, il y a une adéquation entre ce que ça coûte et ce qu'on voudrait demander aux populations. Parce que ça coûte réellement plus cher que ce qu'on doit demander aux populations. Lorsqu'on augmente les tarifs, les populations vont dire ce n'est pas possible, ce n'est plus le transport en commun, ce n'est plus un service public, et l'État n'a pas les moyens d'assurer les subventions. Donc, la difficulté. Alors maintenant, quand on parle du social, c'est que on aurait voulu que l'État, qui doit s'occuper de tout le monde, organise tous ces aspects-là. L'aspect des soins gratuits, l'aspect de l'éducation gratuite, l'aspect du transport en commun moins cher, etc., etc. Par conséquent, ça devient une quadrature du cercle, donc derrière laquelle, à tout moment, périodiquement, les populations courent, les sociales des gens, et les pouvoirs démagogiques, à un moment donné, s'engouffrent dans la brèche pour dire, cette fois-ci, nous allons nous en occuper, alors qu'au préalable, ils n'ont pas réglé encore les moyens les sources de revenus complémentaires qui seraient nécessaires pour que l'État assure ces missions-là. Je voyais mon ami Bonigaba noter quelque chose. C'est juste pour rebondir. Hein. Oui, parce qu'effectivement, comme l'a dit notre ami Roger, aujourd'hui, le social est devenu une sorte de tarte à la crème qu'on balance à tout vent parce qu'il faut montrer aux populations qu'on pense à eux. Mais la réalité, c'est que c'est finalement de la démagogie. Parce que aujourd'hui, dans les pays où les choses s'organisent mieux, il y a ce qu'on appelle le partenariat public-privé. C'est-à-dire que pour répondre à ce que les services publics offerts soient effectivement de qualité et que l'État ne soit plus le seul à prendre en charge ce surcoût. Parce que le coût réel n'est pas supporté par l'usager. Il faut donc que quelqu'un puisse prendre à son compte cette différence entre le coût réel et ce qu'on fait supporter à l'usager. Et aujourd'hui, on fait davantage appel au partenariat public-privé parce que l'État ne peut pas toujours mobiliser les moyens pour faire face à tous ces besoins exprimés par la société. Et à ce moment-là, on donne au privé la possibilité d'entrer dans un service public de manière à ce que, finalement, parce que ça concerne le grand nombre, qu'ils puissent, en apportant ces capitaux, pouvoir quand même se retrouver dans le retour sur investissement, même si l'État doit continuer à apporter sa part, parce que sinon alors on devra faire payer à l'usager lui-même le coût réel. Or, c'est ça ce que l'État veut à tout prix éviter, parce que la population n'a pas toujours, du moins le grand nombre, n'a pas toujours les moyens de faire face au coût réel des différents services qu'il faut offrir au plus grand nombre possible. C'est pareil pour les soins de santé, c'est pareil pour les transports en commun, c'est pareil pour les écoles, etc. Est-ce que, avec tout ce que vous venez de dire, tout ce que nous venons de dire, il ne faut pas que je puisse m'extraire de la discussion, le malentendu est levé, M. Ganzumba? Pas encore. Écoutez, quelque part, on doit quand même être sincère avec ce qu'on dit, surtout lorsqu'on a des responsabilités étatiques. Qu'est-ce que j'entends par être l'obligation des responsables d'être sincères? C'est qu'on doit toujours dire que ce qui est attendu légitimement par des gens, c'est-à-dire à l'occurrence la population, a un coût. Ces coûts-là doivent être assumés par quelqu'un.
Et ce quelqu'un-là a-t-il les moyens d'assumer ses coûts? S'il n'a pas les moyens d'assumer ses coûts, on doit pouvoir dire ce service-là, cette attente-là ne sera pas satisfaite, quitte à ce que les gens le sachent et commencent à se débrouiller en connaissance de cause. Mais on ne peut pas... regardez maintenant, il y a un problème. Le problème de la salubrité publique. C'est-à-dire que à n'importe... il y a une taxe de la voirie. Il faut qu'elle soit correctement perçue, de façon qu'elle finance le service d'évacuation des immondices, parce que cette taxe, normalement, elle existe. Alors, le fait qu'il y a souvent, il y a pléthore, il y a des avantages indus qu'on s'accorde en occupant des fonctions, c'est-à-dire que des gens qui se trouvent dans ces filières se donnent des avantages qui normalement devraient être affectés à financer le service lui-même. Ce n'est pas pour que les directeurs de la voirie, les responsables, les DG ou qui se donnent de grands avantages salariaux, alors que le camion qui doit évacuer les immondices à un endroit déterminé n'a pas de carburant. Vous voyez, Kibambi? Tout à fait. Donc il y a un problème, Oui. c'est qu'on doit pouvoir dire ça, on va le faire, on a les moyens de le faire. Et ça, Et ça, on ne pourra jamais le faire parce qu'on n'a jamais les moyens de le faire. Oui, parlons quand même de la voirie urbaine, pour simplifier un peu, parce que la voirie urbaine, on parle de malaria, tout ça, c'est très bien. Mais on continue, nous l'avons dénoncé dans cette émission, on continue à enlever les immondices des caniveaux pour les jeter à l'extérieur. Et puis le lendemain, ces immondices vont retomber. Mais pourquoi? Nous sommes à ce point malades pour ne pas savoir que ça ne sert à rien de sortir ces immondices pour les mettre à côté. Si on les met à côté, c'est pour qu'on les enlève et qu'on les mette ailleurs. Ça, c'est quand même scandaleux. Non? Oui, mais on peut effectivement se demander si... il y a Si on quelque réfléchit. part une volonté de prouver aux Congolais eux-mêmes qu'ils sont, ils sont incapables de rationalité. Parce que le jour même, donc une organisation simple permettrait à ce que le jour où on vient curer les caniveaux, c'est le jour même où il y a un camion qui passe pour prendre tout ce qui est sorti du caniveau et aller déposer ça là où c'est prévu qu'on doit déposer. C'est quand même pas sorcier. Ce n'est pas sorcier de le faire. Donc, c'est comme s'il y avait quelque part une volonté de nous prouver à nous-mêmes que nous sommes réellement... Ce n'est pas possible. Parce que, manifestement, l'intelligence humaine commande que ces gestes répétitifs ne puissent plus continuer. Parce que le jour où on a vidé, ça coûte quoi de prévoir que ce jour-là, les camions aussi qui viennent ramasser passent, parce que si les pluies reviennent le jour même, ça retombe dans le caniveau. Donc, il ne faut pas attendre plusieurs jours pour attendre à l'infini. Ou attendre à l'infini jusqu'à ce que la pluie vienne de nouveau reverser. Ce travail aura servi à quoi? Le responsable d'une situation comme celle-là, d'une faillite comme celle-là, il ne devait pas, 2 jours après, rester à son poste. Il faut le foutre dehors parce qu'il est incapable. Voilà. Donc c'est comme si on voulait prouver aux Congolais qui travaillent pour rien. Qui sont incapables sur toute la ligne. C'est un drame. Monsieur... Oui, encore une fois. Ouais. La répétition, c'est la même. Pour nous autres qui sommes catholiques et qui assistons à la messe depuis la nuit des temps, il y a ce qu'on appelle le rituel. Et le rituel est obligatoire et il est universel. Que ce soit en Chine, à Rome, aux États-Unis, en Angleterre ou partout, une messe dite par un prêtre catholique a exactement le même rituel. D'accord? Ça veut dire que dans l'organisation moderne,
nous n'avons pas assimilé les rituels, les règles. C'est aussi simple que ça. Moi, je me rappelle, je suis passé par l'école professionnelle et avant d'aller au cours d'ajustage, un monsieur qu'on appelait l'instructeur passait avant les élèves dans les ateliers, préparer tout ce qui devait concourir au cours d'ajustage. C'est-à-dire, il mettait en place l'outillage à distribuer aux élèves lorsque ça sera l'heure de cours. Et ensuite, pour les cours de sillage et de rabotage et tout, de limage, etc., il allait même jusqu'à indiquer la pose qu'on doit prendre, comment tenir la lime, et dans quel angle donner à son corps pour pouvoir procéder à ce travail. Alors, à cet exercice. Par conséquent, comme Modeste Bonigaba le disait, je crois que quelque part, à l'hôtel de ville, à la commune, on devait avoir des services où tout ça est planifié, organisé, standardisé pour dire la première tâche à poser, c'est celle-ci, avec tel outillage qui sera utilisé par telle personne pendant autant de temps, de façon que quand celui-là, la personne A a fini de faire ce qu'elle a à faire, la personne B vienne avec l'outil complémentaire, l'outil suivant, c'est-à-dire une ramassette ou n'importe quoi, pour que effectivement le travail de curage des caniveaux soit complété, il ne soit pas arrêté en cours de route. Donc, quelque part, nous ne parvenons pas à nous aligner sur l'organisation de la vie moderne, de la façon dont elle nous a été imposée par le colonisateur. De nous-mêmes, nous ne parvenons pas à assimiler ces règles-là. Et l'absence de l'observance de ces règles fait que nous ne réussissons rien en commun entre nous, que ce soit au niveau de la ville, de la commune. Pour ne parler que des choses qui ne sont pas difficiles. D'autres amis, Ntumba Bob Matamba, nous dit ceci dans son livre intitulé « La priorité agricole ». Alors, il dit « Le développement, c'est tout simplement la résultante d'une lecture intelligente et systémique de l'univers ambiant, doublée de la volonté de positiver, comprendre et ensuite entreprendre rationnellement l'intelligence, la volonté et l'action. Voilà la trilogie des ingrédients qui fondent l'alchimie du développement. » Je crois que vous avez bien fait de parler de malentendus. Le développement lui-même, on ne l'a pas suffisamment, on ne l'a pas appris, on ne l'a pas porté à la connaissance de l'ensemble de la population, je crois même à l'ensemble de ceux qui dirigent nos cités. Non ? Oui, mais comme notre ami Bob vient de le dire dans son livre, l'intelligence, c'est comprendre son environnement. Oui, intelligere en anglais. Voilà. Pardon, en latin. Donc, lorsqu'on a compris son environnement, on constate qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. En tout cas pour nous qui sommes, on peut dire, au dernier degré du développement, c'est-à-dire par rapport aux autres qui sont loin en avance sur nous. Et donc, ça rejoint l'autre définition que notre économiste a donnée, qui disait que le développement d'un pays dépend de l'insatisfaction de ses habitants et de leur aptitude à coopérer dans l'effort. Je crois que tout est dit dans cette définition, parce qu'une fois que vous avez compris votre environnement, en ce qui nous concerne, on voit très bien que tout ce qu'on venait de dire ici, le curage des caniveaux, l'eau potable, l'électricité, alors que nous avons tous les moyens pour arriver à satisfaire la population dans ces différents domaines, nous nous rendons compte que nous n'y arrivons pas. Parce que, tout simplement, ceux qui devraient donner l'impulsion, les décideurs, manifestement ne portent pas cette volonté d'aller vers la satisfaction de ces besoins, disons les besoins primaires. Tout à fait. Et donc,
à partir du moment où ceux-là qui doivent porter cette volonté d'améliorer les choses ne sont pas, et là nous parlons de tous les systèmes, c'est pour ça que nous aimons parler de l'organisation globale. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement celui qui est au sommet qui doit s'en occuper, c'est toute la chaîne, depuis le sommet jusqu'au dernier représentant de l'État. Tout à fait, parce que je vous donne un exemple. Les Louchois disent Elisabethville n'était pas comme ça avant, les Quinois disent non à Kinshasa. Et ceux qui dirigent, je crois, sont des Quinois, sont des Louchois qui ont vu comment cette ville a fonctionné. Et donc, ils ont compris. Donc, l'intelligence devrait être présente là. Hein? Parce qu'ils disent, Quinois, vous aimez votre ville, Bissouzaba Quinois, nous sommes des gens d'Elisabethville, nous avons connu... Mais alors, pourquoi ces gens-là? Ce sont eux maintenant qui sont là, et puis ça ne marche pas. Kibambi, je crains d'avoir une réponse... méchante. Enfin, vous la prendrez, vous la tasserez comme je voudrez. Méchante ou pas méchante, en tous les cas, je voudrais dire ceci. En matière culinaire, il y a ce qu'on appelle les recettes. C'est-à-dire qu'une tarte à la pomme doit être faite avec des pommes de telle nature, avec de la farine, avec du sucre, etc. etc. Et des fois, c'est codifié, c'est noté, et même les proportions sont données. Autant de grammes de sucre, autant de grammes de farine, autant de... Je crois que dans le monde moderne, dans le monde qui nous a été importé par le blanc, disons-le comme ça, parce que la ville, c'est un fait d'importation. Nous habitons dans les villages, à la campagne, etc. La ville, c'est pas à nous, c'est pas nous qui l'avons inventée. Donc, quelque part, nous n'avons pas assimilé les recettes. Or, les Blancs, ils avaient des recettes, ils connaissaient les recettes, ils appliquent les recettes. La preuve, c'est que chez eux, ce mode fonctionne et que chez nous, ça ne fonctionne pas. Donc, quelque part, nous n'avons pas cherché à connaître les recettes de toute l'organisation moderne. C'est ça le vrai mal. Exactement, parce que... C'est comme en chimie, on dirait, nous ne connaissons pas la formule, nous avons l'eau, nous avons la bière, mais nous ne connaissons pas la formule, donc on ne pourra jamais, on pourra consommer la bière toute notre vie, mais on ne pourra jamais la fabriquer, puisqu'on n'a pas la formule. Parce qu'on ne connaît pas le tableau de Mendeleïev, en tout cas, on l'a oublié derrière nous. Non, mais je donne encore un exemple que j'ai vu à Bruxelles il y a quelques années. Je voyais une avenue, c'est un exemple que j'ai déjà donné dans ces émissions. Je voyais une route, hein, nous on envierait, mais on était en train d'y ajouter de l'asphalte. Je dis, mais, enfin, vous savez, on est ému à ce moment-là. On dit, mais, j'ai dit, mais ces gens, ces blancs sont fous. Cette route est bonne. Alors, le type qui était avec moi, je me suis comporté en villageois. Je ne l'ai jamais été comme vous. Mais j'étais surpris parce qu'une route comme celle-là, nous, c'est une bonne route. On dit, cette route a sa longueur de vie. Quand elle atteint tel âge, eh bien, il faut lui ajouter un peu d'asphalte pour qu'elle demeure dans l'état où vous la voyez. Eh bien, nous, tout ce code-là, nous ne les avons pas maîtrisés et ça risque de nous conduire un jour à je ne sais pas quoi. Hein. Oui. Oui, c'est vrai que on peut lire notre situation de cette manière-là, mais en même temps, on doit se demander pourquoi les autres, qui étaient au même niveau que nous, en 60, ont progressé au point même de pratiquement rejoindre les autres. C'est que, finalement, encore une fois, nous n'avons pas mis en place l'organisation qu'il fallait pour que chacun de nous puisse effectivement jouer un rôle, en tout cas le meilleur, dans cette nouvelle organisation, de manière à ce que
chacun de nous puisse donner le meilleur de lui-même. Nous sommes tombés dans un système un peu bâtard, parce que nous étions en train de continuer ce qui existait, alors que ce n'était plus le blanc qui était à l'encadrement, c'était maintenant nous-mêmes. Comme disait Gazumba tout à l'heure, nous n'avons pas la maîtrise des codes et des recettes que l'encadreur d'avant 60 avait, qu'il pouvait inculquer aux gens. Résultat, l'encadrement n'est plus au point. Et si nous n'avons pas compris ces recettes-là, qui aujourd'hui ont par ailleurs évolué, ça sera encore plus difficile, parce que l'étape sera plus longue. Mais pour nous dire des vérités, hein, nous souffrons de cela depuis longtemps, et nous avons beaucoup gaspillé par méconnaissance de toutes ces règles-là. Nous avons perdu beaucoup d'argent en faisant n'importe quoi. Il est temps maintenant quand même de se relever, de se dire des choses et de commencer avec de nouvelles habitudes, de maîtriser toutes ces règles dont parlait, toutes ces recettes dont parlait Gazumba. Mais commencer comment et par quoi, ça va être très difficile, M. Gazumba. Vous nous avez amené à un sujet qu'on ne va pas épuiser aujourd'hui, hein. Le problème est simple. Il suffit d'aller dans un hôpital et de voir comment le médecin procède lorsque on leur présente un malade. Il commence par l'ausculter et les procédures sont toujours les mêmes. C'est-à-dire, il commence par se laver les mains. Même s'il venait de les laver 5 minutes plus tôt, il les relave, il examine le patient, il lui regarde la langue, il regarde avec une lumière les yeux, etc. Il pose exactement tous les jours les mêmes actes pour alors, in fine, prendre son stylo et son papier et éventuellement prescrire une ordonnance. Mais, monsieur Gazumba, on ne peut pas, chez moi, dans mes origines du Kwilu, on dit ceci. Lorsque vous avez, à un moment donné, vous vous êtes trompé de chemin, parce que vous avez pris un mauvais chemin à la bifurcation, il ne faut pas entrer en brousse et commencer à chercher le chemin, il faut retourner à la bifurcation. Et pour nous, actuellement, dans la société congolaise, la bifurcation, c'est quoi? C'est de retourner à l'école maternelle, à l'école primaire, oui, voir les programmes, comment est-ce qu'on est en train de structurer le mental du Congolais. Très bien. Pour qu'on puisse, si on s'était trompé, commencer à corriger les choses à partir de ce niveau-là pour qu'on se dise, dans 5 ans, ceux qui sont à l'école primaire sortiront avec de meilleures connaissances pour nous corriger tel aspect des lacunes que nous avons constatées dans les 10 dernières années, etc., etc. Par conséquent, à la suite de ceux-là qui iront au secondaire, qui iront à l'université, qui iront dans la vie pratique, on pourra avoir un petit espoir que à un moment donné, il va y avoir une correction. Très bien. Mais autrement, la correction n'aura jamais lieu. Vous avez raison, M. Gazumba. Et de toute façon, chaque fois qu'il y a l'avènement, l'arrivée de nouvelles autorités, que ce soit à la ville, je ne sais pas si notre pays n'est pas le pays le plus spécialisé en matière de séminaires. On organise des séminaires pour montrer quand même aux gens ce qu'il faut faire. Je suis en train de me poser la question de savoir si nous constatons cela, par exemple l'exemple que nous avons donné tout à l'heure de curage des caniveaux, ça date depuis Mobutu. Mais comment que ça continue jusqu'à aujourd'hui? Ça veut dire quelque part que l'argent disparaît à un moment. Parce qu'on ne peut pas commencer, on ne peut pas dire aux gens, allez curer les caniveaux. En fait, on demande d'aller curer les caniveaux et puis pour la suite, on se retrouve sans argent. Il y a un problème. Parce que avant d'accéder à vos responsabilités, vous êtes passé par un séminaire
où beaucoup d'argent est passé, mais après les résultats sont nuls. Il faut effectivement réformer l'école alors. L'école est mal faite. Si nous continuons comme ça dans 50 ans, ceux qui liront ces émissions diront « ils en avaient déjà parlé et nous en sommes au point de départ ». Donc c'est le mental du Congolais qu'il faut changer. Et je suis en train de me demander si la politique n'a pas compliqué les choses, puisque maintenant avec la politique, une fois élu à des responsabilités de cette nature-là, bon. Kibambi, il vient de se passer une élection en France. Le premier tour a eu lieu dimanche passé. Et au cours de cette élection, il y a eu un grand couac. Et le couac concernait François Fillon, principalement, je le cite. Et à l'origine de ce couac, il y a eu l'intervention du canard enchaîné, qui est allé déterrer un acte que ce monsieur avait commis il y a quelques années. Eh bien, ça vient de lui coûter l'élection présidentielle alors que tout était prévu pour qu'il soit au deuxième tour, qu'éventuellement il puisse même gagner le deuxième tour dimanche prochain. Alors, ça veut dire que vous parlez de l'argent qui disparaît, mais chez nous, on n'a pas l'habitude de suivre à la trace la trajectoire de ceux qui nous ont à un moment donné dirigés pour qu'on puisse remarquer des signes de richesse qui ne correspondent pas normalement au salaire qui a dû être les leurs. Alors, aussi longtemps qu'il y a des lâchages de ce type, il n'y a pas de canard enchaîné qui va aller dire que Fillon a payé un salaire indûment à son épouse et à ses deux enfants. Il n'y aura jamais de quoi que Fillon. Donc, ce que vous dites là va toujours se répéter à foison. Il n'y aura pas de correctif puisque nous n'assumons pas bien ce qui nous a été importé dans notre tradition. Dans nos traditions, il n'y avait pas la presse qui était un quatrième pouvoir. Mais ici, le pouvoir, c'est pour faire du mimétisme, c'est pour faire de lèche-bottes, c'est pour faire de frotte-manches, etc. etc. Enfin, bref, je ne vise personne. Et puis cet argent accumulé, en fin de compte, il disparaît dans la nature comme si de rien n'était. Bon. Oui, je crois que nous venons de découvrir avec les téléspectateurs qui nous suivent, qui nous regardent, que en réalité, nous sommes dans un système que nous avons hérité en 60 et nous n'avons pas compris nous-mêmes que ce système n'était pas fait pour nous permettre, nous, de nous en sortir. Parce que ce système repose sur quoi ? Il repose sur une réalité que notre ami Gazouma vient de décrire de façon tout à fait lumineuse, montre que le gouvernant, en réalité, n'est pas obligé de rendre compte à ceux-là qui l'ont fait roi. À partir du moment où le système n'est pas aussi contraignant pour pousser celui qui gouverne à constamment rendre compte et à être sanctionné immédiatement lorsque on découvre qu'il y a des comportements qui ne correspondent pas à ce qui doit être fait. À partir du moment où on est dans un système comme celui-là, il faut mettre une croix sur tout ce que nous sommes en train de dire, c'est-à-dire l'amélioration assurée des conditions de vie des citoyens. Donc, nous devons accepter de rompre avec ce système et mettre en place un système tout à fait adapté à nos réalités, à nous, parce que là encore, nous sommes les premiers à tout copier. Ça vient de l'extérieur. Ah, ils ont fait ça, nous aussi on va faire. Alors que nos réalités ne sont pas les mêmes. Nous devons imaginer notre système à nous qui puisse permettre à ce que, à chaque niveau où les gouvernants ont été élus, ils puissent effectivement rendre compte et être sanctionnés positivement ou négativement lorsque le souverain primaire, le patron, constate que ça a été bien fait ou mal fait. Ce système-là, nous ne l'avons pas encore, non, même si on parle de démocratie, mais en réalité, la démocratie chez nous est une démocratie de façade. Est-ce que les parlements provinciaux qui commencent à faire bouger, est-ce qu'ils le font bouger
parce que leurs intérêts ne sont pas satisfaits. Est-ce que ce n'est pas le début? Non. Malheureusement, non. Parce qu'en 60, justement, nous avons connu ça. Nous avons eu des députés provinciaux, nationaux et tout le reste. Mais au bout de 5 ans, on a mis fin à cette expérience. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas suffisamment ancrée et que les gens n'avaient pas suffisamment intériorisé les rôles des uns et des autres. Si tous les gouvernés que nous étions n'avions pas compris que personne ne pouvait se substituer à nous pour dire, bon, je mets fin à tout ça. Parce que si nous l'avions été dès 60, Lumumba n'aurait jamais été inquiété. D'accord. Parlons de l'actuelle. Moi, je voudrais quand même qu'on termine sur une note d'espoir. Il y a déjà des gouverneurs qui sont partis à l'Équateur il y a quelque temps. Il y a le gouverneur du Katanga qui vient de partir. Est-ce que ce n'est pas déjà un petit début? Est-ce qu'il ne faudrait pas que nous interpellions, nous, les citoyens, ces gouvernements provinciaux pour qu'ils aillent de plus en plus loin pour changer les choses? Non? Non, à cette allure-là, il faudra peut-être 1000 ans et encore pour arriver à ce que nous puissions atteindre le niveau des autres, donc le niveau moyen mondial. Vous êtes aussi négatif? Le sujet de l'émission était le social, Kibambi. Oui, mais... Si vous ne voyez pas d'inconvénient, je voudrais effectivement, ici et maintenant, tirer cette histoire du social un peu plus au clair. Parce que je doute que nous ayons atteint l'objectif en abordant ces sujets complexes. Vous avez 2 minutes. Intéressants. Alors, le social, ça veut dire que le Congolais voudrait être mieux. Pour être mieux, ça coûte de l'argent. Cet argent-là, qui le produit lui-même, ou il dit à l'État de le produire à sa place et de venir avec cet argent en complément de ce qui lui manque. L'autre jour, j'ai circulé dans la rue et des gens disaient, à l'époque, on mangeait 3 fois par jour, nous voudrions que ça revienne. Mais on mange 3 fois par jour. Lorsqu'on a besoin de manger 3 fois par jour, moi je me rappelle, au village, il y a 2 repas principaux. Il y a le repas du matin et le repas du soir. Il n'y a pas de repas à midi, il n'y a pas, on se met pas. À midi, donc, on est au travail. Oui, on est au champ, on ne mange pas à midi au village. Donc cette histoire de 3 repas, c'est une invention qui ne veut strictement rien dire. Donc le social ne va pas être assuré par le retour de 3 repas journaliers. Ensuite, l'école et l'école, si elle doit être gratuite pour que tout le monde ait le même niveau d'enseignement, il faut que quelque part on se mette d'abord d'accord, puisque cela coûte de l'argent. Qui va payer? Comment il va payer? Quand il va payer? Et le contrôler pour que effectivement, s'il a de l'argent dans sa caisse, il paye pour l'école, pas pour autre chose. Et ainsi de suite, de façon qu'on ne puisse plus, et les gens se trompent en parlant du social, et les dirigeants profitent de cette ignorance pour parler et promettre du social, alors qu'ils savent très bien qu'ils ne vont jamais le faire parce qu'ils n'auront jamais le moyen de faire mieux que ce qui a été fait hier. Mais c'est ce que nous voulions dire en concluant. Si ces dirigeants promettent et ne font rien, il faut la sanction, et les sanctions commencent à venir petit à petit. Vous dites que ce n'est pas un signe d'espoir. Alors... Mais oui, toute opération doit être, excusez-moi de prendre la parole, doit être évaluée. Même ce qui vient de se passer au Katanga, faut-il encore qu'on examine ça avec un peu de recul, un peu de hauteur, pour voir si effectivement, s'il y a eu sanction, elle correspondait à une faute reconnue, et que tout le monde qui a sanctionné a été animé par l'intention de punir la faute, et pas un quelconque règlement de compte et une quelconque tricherie en dessous de tout ça. Dernier mot, ce sera votre conclusion. Oui, je crois qu'en dernier mot, nous allons, comme d'habitude, dire que l'organisation que nous avons aujourd'hui n'est pas bonne. Si nous continuons à faire comme nous le faisons aujourd'hui, nous n'arriverons pas à nous en sortir. Il faut mettre en place une nouvelle organisation qui permette à ce que chaque citoyen participe
effectivement à la bonne marche de la cité et que cette participation se traduise par sa capacité de contrôler et de sanctionner. Parce que quand on contrôle, qu'on découvre que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous avez triché, la sanction doit tomber comme un coup près. Encore un petit mot? Peut-être non. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, d'abord travailler. J'entends beaucoup de gens dire non, Bongo Ezali, il y a de l'argent. Est-ce que nous travaillons, est-ce que nous sommes organisés pour travailler suffisamment pour produire des richesses? Est-ce que nous le faisons? Si nous ne le faisons pas, n'attendons pas des miracles. Et ceux qui nous encadrent, est-ce qu'ils sont compétents? Est-ce qu'ils sont à l'écoute de nos desiderata? S'ils ne sont pas à l'écoute de nos desiderata, eh bien, il faut les sanctionner. Voilà un peu, en conclusion première, ce que nous pouvons dire. Alors, tous ces sujets que nous vous offrons sur votre table, à votre télévision, c'est pour que vous puissiez les enrichir et qu'ils arrivent aux oreilles de ceux qui ne nous suivent peut-être pas, engager des débats entre vous pour enrichir, et vous verrez que la société se portera mieux parce qu'on demandera des comptes aux chefs de quartier, aux bourgmestres, aux gouverneurs et aux ministres. Et vous verrez que petit à petit, ce seront des vrais ministres qu'on commencera à donner, des ministres compétents, qui ne donnent pas du travail aux expatriés alors qu'il y a des compétences locales. Nous avons terminé avec ce sujet concernant le social qui vous concerne, mais il ne tombera pas du ciel, il tombera à partir du travail, du PIB, du produit intérieur brut. Est-ce que vous produisez, les services sont-ils bien faits? Voilà. Nous avons terminé avec ce sujet. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. Soyez toujours avec nous pour répandre la bonne nouvelle, comme les disciples de Jésus, de Mahomet et des autres encore, de Bouddha, pourquoi pas. Bonsoir et à la semaine prochaine.